Alors Jean-Louis Cacomo, bonjour. Bonjour Jean. Merci de nous accorder cet entretien pour Enquête et Débat. Donc les lecteurs d'Enquête et Débat te connaissent puisque tu as édité un livre aux éditions Tatami qui s'appelle Le modèle français dans l'impasse. Oui. C'était en 2013 je crois. Je crois, oui, c'est ça. Voilà. Un livre sur l'économie française qui plonge et les raisons pour lesquelles ça ne va pas. Mais tu as défrayé la chronique plus récemment pour d'autres raisons. C'est que tu subis un véritable harcèlement d'une université française. Tu vas nous expliquer déjà les faits, pourquoi tout cela a commencé selon toi. Les faits, c'est que j'ai été hospitalisé par le président de mon université. Donc, au départ, c'était pour vérifier que j'étais sorti de ma dépression. Donc, j'ai suivi sagement les infirmiers à l'hôpital et puis je me suis retrouvé coincé pendant 2 ans, puisque ça s'est transformé en hospitalisation sous contrainte. Alors ça, voilà, à la demande de l'université. On peut s'arrêter 2 minutes là-dessus, Oui. parce que ça veut dire qu'un président d'université peut faire interner de force, parce que c'était de force en l'occurrence, Ah oui, sous contrainte. Un de ses professeurs. Le problème, c'est que moi, une fois que j'étais là-bas, je ne pouvais pas en sortir, donc je veux comprendre ce qui se passe, mais depuis que je suis sorti, je me suis aperçu que non, on ne peut pas faire ça. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que il existe aujourd'hui dans la possibilité de faire interner, ce qu'on appelle interner par un tiers. C'est un internement qui peut se faire logiquement que par la famille. Normalement, 2 personnes doivent signer l'internement et 2 médecins doivent valider l'internement. Il y a le maire aussi qui peut faire ça. Ça peut être aussi, quand il n'y a pas de membres de la famille qui peuvent signer l'internement, ça peut être fait effectivement par le maire, validé par le procureur. Donc, en l'occurrence, dans l'affaire de Jean-Louis, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu effectivement une demande d'internement faite par le président de l'université. Donc, déjà, premier point, légalement, c'est logiquement impossible. Il a donc fait cette demande d'internement auprès de l'hôpital de Thuir, donc qui n'est pas l'hôpital de Perpignan mais juste à côté, et le médecin qui a validé cet internement n'a jamais vu Jean-Louis Cacomo. Absolument jamais. Ouais. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à Jean-Louis de se présenter à l'hôpital de Thuir puisqu'il sortait d'une légère dépression, comme beaucoup en font, et qui n'avait rien à voir avec une pathologie. On lui a demandé de se présenter à l'hôpital de Thuir pour valider que sa dépression allait mieux, et il n'est jamais ressorti. En fait, c'était un piège. Moi, j'avais rendez-vous, j'avais un déjeuner avec mon conseiller financier, mes banquiers, ensuite à 14 h avec mon fils pour aller en salle de musculation, puis le lendemain mes cours, j'avais mon emploi du temps, et puis... Voilà, 2 ans de ma vie m'a été volé. Et donc pendant 2 ans, qu'est-ce que tu as subi en gros ? La dégradation physique, mentale. Parce que c'est-à-dire ils te font prendre des médicaments pendant 5 fois par jour, des poignées de médicaments. J'ai pas ouvert la bouche pendant 9 mois. J'ai été sous Valium, tous les médicaments possibles et imaginables. J'ai pas dormi de la nuit pendant 2 ans. J'ai assisté à des suicides, des tentatives d'évasion. J'ai même failli moi-même. Je suis passé 5 fois devant un juge des libertés, à raison de 2 fois une fois tous les 2 mois, et chaque fois refus de mise en liberté. Donc mon cas était désespéré puisque les psychiatres me faisaient comprendre qu'il fallait que je fasse une croix sur ma carrière universitaire, parce que j'allais être invalide à vie. Et on m'a transféré au bout de 2 ans à Montpellier pour faire subir les électrochocs, la sismothérapie. Tu as subi des électrochocs ? Et que je n'ai pas subi. Le miracle, c'est que le médecin qui m'a récupéré à Montpellier, il a tout de suite compris que je n'avais pas besoin de sismothérapie. Il m'a sevré. Et un mois plus tard, il signait ma reprise d'activité. D'accord. Et comment tu as réussi à en sortir ? Justement, grâce à ce miracle, on m'a envoyé à Montpellier pour les électrochocs. C'est sûr que j'y allais à reculons, mais ça m'a sorti de là. Bon. Alors, quand on connaît un peu tes idées politiques, ce sont des idées libérales. Oui. Et on connaît l'université française en général et le CNU en particulier, le Conseil national des universités, puisqu'on a interviewé Anatoly Livry à ce sujet récemment. Il nous a dit, voilà, c'est un organisme stalinien. Un petit peu, oui. Là, on a quand même affaire, il me semble, je peux me tromper, mais à des méthodes staliniennes, c'est-à-dire l'enfermement psychiatrique. Bon, alors, comment est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Est-ce que, déjà, tu es d'accord avec ça ? Et est-ce que c'est possible aujourd'hui en France, en 2015 ? Écoute, je peux te dire que non seulement c'est possible, mais ça se reproduit il y a 15 jours, puisqu'il y a 15 jours, à 8 h du matin, en bas de chez moi, les infirmiers m'attendaient pour me réhospitaliser.
On rebelote. Là, j'ai appelé Solveig, là, je me suis pas fait avoir 2 fois, j'ai appelé mes avocats, j'ai appelé les médias, et j'ai dit voilà, ils ont recommencé, et il m'a fallu 4 ans, hein, j'ai bloqué la procédure, et je me suis enfui à Cannes, enfin, je me suis pas enfui, puisque j'ai bloqué la procédure d'hospitalisation qui n'avait pas lieu d'être, ils l'ont reconnu, mais ça venait d'un signalement de l'université, un signalement qui se basait sur des oui-dire. Que c'est à nouveau le président de l'université? Et bien là, c'était la direction de l'IEE. Donc, je sais maintenant d'où ça vient, et alors, je crois que ça va même pas sur les idées politiques, c'est par rapport à un combat purement local, de poste, de pouvoir local. Donc, manifestement, on veut m'écarter. Effectivement, s'ils avaient réussi à m'hospitaliser, il suffisait que je sois hospitalisé 2 mois et je tombais dans l'invalidité permanente, là, pour le coup, puisque j'avais épuisé mes droits à arrêt maladie. Donc, c'était leur objectif. À un tel point qu'ils m'ont convoqué à une visite médicale obligatoire pour m'arrêter de force. Donc j'ai dû aller voir mon médecin de famille pour montrer que j'étais tout à fait apte à travailler. Alors je sais que beaucoup de gens en regardant cette vidéo ont rendu mal à croire ce que tu es en train de raconter, mais il faut dire que ça n'a rien de paranoïaque, puisque déjà Éric Brunet, qui n'est pas n'importe qui, parlait de ton cas dans un livre qui s'appelle « Être de droite, un tabou français ». Voilà. Donc le lien là est clair. Maintenant, donc Solveig, on t'a pas présenté tout à l'heure, donc tu es l'attaché de presse de Jean-Louis Cacomo. Pourquoi est-ce que tu t'es impliqué? Parce que là on sort, je pense, du rôle d'une attachée de presse. Comment est-ce que tu t'impliques pour lui aujourd'hui? Bon, déjà parce que ça fait quelques années maintenant que je connais Jean-Louis, donc j'ai connu Jean-Louis avant cette histoire d'internement et les dégâts que ça a pu faire dans sa vie ces 2 dernières années. Donc j'ai eu tout à fait conscience en écoutant son histoire, en ayant eu accès aux pièces du dossier, de l'injustice absolument flagrante qu'il y a dans cette affaire, quand on parlait effectivement de système stalinien, on est vraiment dans le cadre, effectivement, il n'a pas les mêmes idées, il n'a pas la même façon de parler que le système universitaire français qui est largement gauchiste et qui... Jean-Louis ne partage absolument pas cette vision-là. Il faut savoir aussi que dans le parcours de Jean-Louis, on se rend compte qu'il a été X fois quand même matraqué, notamment, on rappellera l'affaire de l'agrégation en 2004. Avec le professeur Salin, c'est ça? Avec le professeur Salin, tout à fait. Donc c'est pas... je dirais, c'est pas quelque chose qui date d'hier. On peut revenir 2 minutes là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait... je te laisse raconter. Donc au niveau de... Effectivement, donc, Jean-Louis Cacomo était amené à passer cette agrégation parce qu'il était amené à occuper des postes très importants dans l'université, dans le système universitaire français. T'étais pas particulièrement motivé au départ, c'était pas vraiment son souhait de monter en grade, comme on dirait, mais on l'a incité, il avait quand même la prestance, la reconnaissance de son parcours, qui fait qu'on lui a dit mais passe cette agrégation, c'est vraiment important. Reconnaissance internationale en plus. Tout à fait, une reconnaissance internationale, comme on dit, on n'est pas prophète dans son pays. Ouais. Il est certainement bien plus reconnu à l'international que dans notre cher pays, mais on l'a incité justement à passer cette agrégation, laquelle il a brillamment passé la première étape, mais effectivement à cette époque-là, il y a eu déjà une grosse cabale sur le président, donc, qui était le professeur Salin, et les membres du jury, parce que pas forcément du courant gauchiste comme on avait l'habitude de les voir nommés d'habitude. Cabale lancée par Libération, on peut le dire. Oui, tout à fait. Charlie Hebdo. Qui a fait une caricature. Voilà. Et puis à partir du moment où, de toute façon, c'était un jury et c'était un président qui était inattaquable juridiquement parlant, puisque tout s'était passé dans la procédure légale de la nomination du président et de la nomination du jury. C'était à Dauphine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, quand ils ont commencé à nommer certains comme candidats qui étaient effectivement de la mouvance libérale et de la pensée libérale, et Jean-Louis ayant eu le malheur de réussir cette première étape du concours, 3e quand même lors de la première sélection,
a commencé effectivement à lui-même se retrouver pris dans l'étau de... Il était beaucoup plus facile de taper sur effectivement un candidat que sur un jury qui était légalement bien à sa place. Le professeur Salin a été largement calomnié aussi. Oui. Voilà. Mais disons que le professeur Salin a eu les épaules et a pu tenir jusqu'au bout, ce qui n'a pas été le cas de Jean-Louis, qui lui a été qui a été gentiment remercié. Il n'a jamais pu passer son agrégation. Alors, maintenant, quelle est la suite? Parce que, d'une part, ils ont fait cette tentative, mais est-ce qu'elle a vraiment définitivement avorté? Non, ou est-ce le problème, c'est, et Solveig était témoin, parce que je lui ai demandé de m'accompagner à l'hôpital 2 jours pour m'expliquer. Ils ont clairement dit, ok, on constate qu'il n'y a pas matière à vous hospitaliser, mais on peut, sur un simple signalement de l'université, le refaire à tout moment. Ah oui. Donc moi j'ai dit, il n'est pas question que je vive toute ma vie avec cette crainte qu'on puisse, à 8h du matin, en bas de ma porte, me dire, on te ramène à l'hôpital, sachant comment... Parce que concrètement, c'est ça, on peut venir chez toi. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce qu'on lui dit. Moi, pendant 2 ans de ma vie, j'ai été entre parenthèses du monde entier, je n'ai pas vu mes enfants, je n'ai pas vu l'actualité, je ne savais même plus quelle année on était, quel mois on était. Et ça n'a embêté personne. Pire, ça a arrangé beaucoup de monde. Donc maintenant, il n'est pas question que j'y passe 1 heure. Quand j'y suis allé la première fois, on m'avait dit que c'était pour 2 ans, et non, donc, on m'a dit c'est quelques jours. Mais non, maintenant que je sais qu'on sait quand on y rentre là-dedans. On ne sait pas quand on y sort. Il faut préciser quand même que tu as repris tes fonctions. Tout à fait. Donc le médecin qui me suit de Montpellier, je vous dis, il m'a récupéré le 4 avril 2014 pour la sismo, qu'il n'a pas faite. Et il m'a libéré le 13 juin 2014 avec un certificat d'aptitude de reprise du travail. Donc j'ai fait ma rentrée en septembre 2014 dans les meilleures conditions. Reprise à 100%. Mais en effet, j'ai eu du mal à récupérer toutes mes attributions. Qui étaient j'étais responsable des relations internationales de l'IAE, j'étais responsable pédagogique du master finance que j'ai créé, je faisais mes cours, donc j'ai eu du mal à récupérer tout mon service qui avait été redistribué à des remplaçants, mais qui sont remplaçants. Ça signifie baisse de salaire aussi? Ah bien, effectivement, les responsabilités que l'on occupe vous donnent droit à des primes. Donc, comme on ne récupère pas ses responsabilités, non seulement c'est un manque sur le CV, mais oui, un manque financier. Responsabilité toujours pas récupérée dans la totalité, de toute façon, au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que à ce jour, ce qui est important, c'est que on peut effectivement trouver impressionnant, voire énorme, qu'on puisse un matin débarquer chez une personne et lui dire on vous emmène, sans justificatifs médicaux, sur la demande d'un employeur, ce qui est totalement illégal. Qui se base sur des oui-dire. Qui se base sur des oui-dire. Il n'y a pas à ce jour de preuve médicale d'une soi-disant maladie qui pourrait justifier une hospitalisation de Jean-Louis. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire comprendre qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours, de façon à remettre les choses à leur place. Reconnaître Jean-Louis comme victime déjà. Reconnaître Jean-Louis comme victime, le blanchir de tous cette suspicion de maladie qui porte honneur à sa personne. Moi, il y a privation arbitraire de liberté au pays des droits de l'homme, il y a privation arbitraire de liberté, il y a eu des déchéances physiques. J'ai eu des dégradations physiques à cause du traitement médicamenteux que je n'aurais pas dû prendre vu que le diagnostic est faux. Psychologique, et mes enfants sont suivis par un psychiatre puisqu'ils ont eu leur père interné. Donc, on imagine le traumatisme familial. Mon fils n'est plus allé au lycée parce qu'il avait peur du ridicule. Il y avait un papa qui était fou, donc mon fils il aurait dû être mon étudiant cette année, il n'a pas passé le bac, par exemple. Donc pour eux, voilà, moi déjà c'est choquant d'avoir un psychiatre à 50 ans, mais eux ils en ont un à 18 ans. Donc voilà, il y a des conséquences sur la famille. Moi je me suis retrouvé à payer une pension que je n'aurais jamais dû payer puisque j'avais la garde alternée des enfants, mais une garde alternée que je n'ai pas dû assumer du coup puisque j'étais de fait interné. Et puis effectivement maintenant je suis obligé de me justifier de tout. Vous voyez, par exemple, j'ai dû vouloir emprunter de l'argent pour des questions de trésorerie. Dans ma vie, j'ai fait une maison, j'ai déjà fait des crédits, des emprunts. Là, ça a été bloqué par la banque parce que j'ai un passif médical psychiatrique. Et je suis obligé de justifier, mais pourquoi je suis allé dans un hôpital psychiatrique? Les gens disent, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, en plus, en ce moment, on est dans la pleine période d'euphorie de liberté d'expression, soi-disant, avec Charlie Hebdo. C'est d'autant plus choquant, non? Parce que... Mais non seulement, tu vois, genre, qui dit liberté d'expression, dit liberté tout court. Moi, je n'avais pas de liberté physique du tout. J'ai passé ma vie, tout ce temps-là, dans une chambre. 2 ans, c'est long. C'est long. Moi qui aime bien voyager, faire des conférences, promouvoir le bouquin, les éditions Tatami. Quand je disais ça à l'hôpital, que j'avais un bouquin à promouvoir, ils ont interprété ça comme un délire symptomatique de grandeur maniaque.
Voilà, j'étais fou, quoi. Ouais. Donc, bon, ben, quand vous n'avez pas de liberté du tout, même la liberté d'expression, c'est secondaire. Là, c'est une liberté totale qu'on vous enlève. De vivre. Au pays des droits de l'homme, il y a des gens qui viennent vous chercher et qui vous enferment. Ouais. Donc, ce que vous demandez aujourd'hui, aussi bien Solveig que toi, c'est quoi exactement? La réparation. Réparation, et surtout, je pense que c'est que quelque chose comme ça ne puisse pas exister dans ce pays. On est dans le pays des droits de l'homme. Comment aujourd'hui des personnes haut placées, c'est quand même le président de l'université. Les universitaires sont nos futures élites. Qu'est-ce qu'on leur apprend là avec une telle attitude où on utilise des méthodes qui sont de l'ex-URSS pour faire taire ou pour déloger quelqu'un d'un emplacement qui pourrait déranger. Je peux témoigner qu'ayant donc fait ce séjour, quand on parle des conditions de vie dans les prisons turques ou marocaines, on se dit, bon, même si ça n'excuse pas, on se dit, bon, bah, c'est des pays qui n'ont pas le même niveau de développement, on va dire. Mais les conditions de vie dans ces établissements, j'étais à 10 km de ma maison, de mon université, c'est innommable. C'est une dégradation. Enfin, moi, on m'appelait par... Pour le jour de Noël, on m'a lavé, on m'a torché, pour aller boire le champomis à 20h. Du personnel qui est bac -2 vous traite comme... Vous êtes en hôpital psychiatrique, vous n'êtes rien. Et ils vous le disent, vous n'êtes même pas un citoyen. Puisque moi, à 2 mois après, je risquais l'invalidité permanente. Or, vous perdez le droit de vote, c'est un symbole, mais vous n'êtes même pas un citoyen, vous n'êtes plus rien. Vous êtes un cobaye. Vous êtes une machine à absorber des médicaments. Donc, est-ce que vous en appelez aujourd'hui, par exemple, au président de la République ou à je sais pas, à la Ligue des droits de l'homme? J'ai écrit à la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai écrit à mon ministre. Voilà comment, dans l'université, les pratiques. Donc, Necdet Velobetkasen. Voilà. Je dis voilà ce qui se passe dans votre université, madame. On vient de rencontrer l'Institut Charles Gave de l'Institut des Libertés qui a pris connaissance effectivement de la totalité du dossier, qui nous soutient. L'Institut des Libertés, je pense. Est-ce que vous allez lancer une pétition ou... Déjà, de toute façon, je vais en justice. Donc, et cette affaire sera médiatisée parce que je dois... Il y a des médias qui s'intéressent on en fait énormément appel, on fait énormément appel aux médias aujourd'hui et c'est, je crois, le plus gros appel qu'on peut, puisqu'on ne peut pas tous les joindre pour l'instant, mais on démarre petit à petit, mais on fait appel effectivement aux médias parce que aujourd'hui, malheureusement, que serait la justice sans les médias si les choses ne sont pas dites, si elles ne sont pas dévoilées dans la totalité, dans leur vérité, effectivement, on ne veut plus entendre dire il n'y a pas de fumée sans feu. On veut que les gens qui puissent avoir connaissance de cette histoire et tous les éléments pour bien se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans notre pays où il ne suffit pas de se cacher derrière un panneau « Je suis Charlie » pour défendre la liberté d'expression. Ça fait 15 ans que je travaille pour l'Université de Perpignan. Tu connais mon parcours. J'ai dû signer 70 articles académiques dans des revues internationales où je signe Jean-Luc Lacomo, certes, mais je signe Université de Perpignan, le livre chez ses amis, Université de Perpignan. J'ai créé le master, j'ai créé... Donc, et voilà, pour service rendu, ce que me fait cette université. Donc, je ne peux pas laisser passer ça. Donc, est-ce que tu demandes leur sanction aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre? Tout à fait. Pour, justement, je crois beaucoup, moi, à l'université française. Donc, je ne peux pas tolérer ce genre de pratique. L'université, c'est un endroit magnifique. Et les petites universités, elles ont un fort potentiel. La preuve, j'y ai créé des choses à Perpignan. Donc, je ne peux pas laisser des gens utiliser des pratiques indignes de l'université française. Et alors, pour conclure cet entretien, les gens qui nous regardent, et ils seront nombreux, j'en suis sûr, comment est-ce qu'ils peuvent t'aider directement? Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un chèque? Est-ce que ça t'aiderait? Non. Mais s'ils n'entendent plus parler de moi pendant une semaine, qu'ils me sortent de là. Bien sûr. Voilà. Bon, ils entendront parler Solveig de toute façon. Donc tu demandes évidemment l'arrêt de ce harcèlement. Voilà. Je veux définitivement rétablir la vérité pour ne plus qu'on me menace d'internement jusqu'au reste de mes jours. Je n'ai aucune raison d'interner, d'autant plus, effectivement, on parle de Charlie, etc. Quand on pense que on laisse traîner des gens dans la rue avec des kalachnikovs qu'on surveillait depuis des années, que la police n'arrête pas. Et moi, par principe de précaution, on m'interne. J'avais des kalachnikovs, j'ai fait des attentats. Tous mes étudiants sont aujourd'hui professeurs d'université. Mais c'était pire, tu étais libéral. Et tu l'es toujours. Terroriste
Voilà. intellectuelle. Voilà, la Kalachnikov C'est vrai, intellectuelle. c'est la pire arme en C'est effet. la pire arme. Il vaut Donc mieux- effectivement, Mais ça ne tue personne. à ceux qui vont regarder ce reportage, c'est aujourd'hui la liberté d'expression, elle passe surtout par la diffusion de l'expression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'histoire de Jean-Louis soit connue, reconnue et Donc il que devienne un symbole de la liberté que d'expression. ce soit diffusé un maximum de façon à ce que les choses se sachent et c'est en faisant savoir les choses qu'on évite qu'elles se reproduisent par la suite. Mais c'est vrai, et pour terminer, Jean, Oui. si tu me plairais, moi j'ai découvert quelque chose qui m'effrayait, que je croyais que ça relevait d'autres cieux, d'Union soviétique. J'ai découvert des affiches à l'hôpital sur la santé mentale. Et effectivement, je me suis rendu compte que quand on ne pensait pas de la même manière que tout ce corps médical qui avait déjà une idée en tête, qui elle-même avait été télécommandée, alors on avait un problème de santé mentale, si on n'était pas d'accord avec eux. Et comme on a un problème de santé mentale, on nous donne des médicaments et on nous interne. Je suis effrayé de ça. Ça veut dire quoi, un problème de santé mentale? Parce qu'on ne pense pas comme ce corps-là, on médicalise la santé. C'était là-dessus que Voilà. s'appuyait Staline, hein, tout simplement. Voilà, exactement. On y est, hein, On y est, je pense. on est dedans. Voilà, on est dans un régime socialiste quand même. Donc. Voilà. Faut reconnaître. Et qui va médicaliser même ça, la santé, et ça risque de s'accentuer aujourd'hui avec cette notion de commissaires citoyens qui vont intervenir dans les écoles. C'est ça. Et le pire, c'est que si on ne régit pas pour toi, il y en aura beaucoup d'autres qui Mais suivront. non seulement, en effet, je fais ça pour moi, parce que je vais demander des réparations financières, même si ça ne va pas me faire retrouver le sommeil ou tout ce que j'ai Ou perdu. te donner. Mais parce qu'il y a des gens qui perdu. sont encore dedans, eux, ça fait 6 ans, 7 ans. Moi, si j'étais resté un an de plus, j'en sortais plus. Hein. Quoi, tu connais des gens qui sont internés aussi Ben, bien pour sûr, ces moi j'ai raisons-là rencontré des patients, Solveig elle m'a accompagné à la clinique, elle les a vus, ils n'ont aucune raison d'être là, mais ils n'ont pas la même force que moi, ils n'osent pas. Mais si je fais ce combat-là, leur langue à eux aussi se déliront. Bon. Parce que l'avocat qui travaille pour moi, il est spécialiste des internements abusifs. Ça veut dire que je ne suis pas le seul. Il y a plein de gens qui sont internés de manière arbitraire en fait. Bon, Pour X raisons. c'est un combat, je pense, Voilà. essentiel aujourd'hui. Je crois. Merci beaucoup Jean-Louis, Merci, Jean. merci Solveig, et bon courage. Merci Jean. Merci.